Je vais vous parler un peu du myélome multiple. Donc, le myélome multiple, plus connu sous le nom de maladie de Kähler, donc, est caractérisé par la multiplication dans la moelle osseuse d'un plasmocyte dit malin. Pour les conséquences de cette prolifération, donc, on aura un déficit immunitaire, parce qu'en fait, comme nous connaissons tous, le plasmocyte, donc, c'est lui qui sécrète l'immunoglobuline, qui est responsable de l'immunoglobuline qui protège l'organisme. Quand on a un déficit de cette production d'immunoglobuline, donc il y a une production, mais c'est une immunoglobuline anormale. Donc on aura un risque élevé d'infection. Production de cellules sanguines au sein de la moelle peut être diminuée. Et les plasmocytes anormaux activent des cellules qui détruisent l'os. Donc on va avoir un déséquilibre entre la balance production et résorption osseuse. Et on aura une insuffisance rénale. Elle n'est pas toujours constante, mais c'est un risque. Le risque, il est élevé dans le myélome multiple. Pour la fréquence, donc, le myélome multiple, il représente 15% des hémopathies malignes. L'incidence, elle est de 1 pour un nouveau cas pour 100 000 habitants. Donc ça, c'est pour les études faites entre 2006 et 2012. Il y a eu d'autres études qui se sont arrêtées en 2015. On n'a pas encore eu les résultats. Pour l'âge médian, donc, il passe de 60 à 63 ans. Il est rare avant 40 ans. Le sexe ratio, on note une légère prédominance masculine. Pour les circonstances de découverte, dans 70 à 90% des cas, c'est une symptomatologie osseuse. Ça se manifeste généralement par des douleurs osseuses. Elles sont de topographie et d'intensité variable et d'horaire variable. On peut avoir juste une altération de l'état général au départ. Comme elle peut se manifester par des signes d'insuffisance sanguine, le malade peut consulter pour juste une pâleur. Et lorsqu'on explore, on pose le diagnostic de myélome multiple. Ça peut être lors d'une complication, comme une insuffisance rénale, une infection, un trouble neurologique par compression médulaire ou des signes d'hyperviscosité. La découverte fortuite, parfois c'est de découverte fortuite lors d'un bilan systématique. On retrouve donc une VS accélérée et un pic monoclonal à l'électrophorèse des protéines sériques. Les douleurs osseuses, comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont d'intensité et d'horaire variable, localisées ou diffuses. Elles intéressent surtout le rachis, le grécostal et le sternum, associées parfois à des radiculalgies. On peut avoir des fractures pathologiques, c'est-à-dire c'est des fractures qui surviennent à la moindre chute ou bien parfois lorsque le malade se retourne dans son lit. On peut avoir des tassements vertébraux, parfois responsables d'un syndrome compressif neurologique. Là, il y a une urgence donc neurochirurgicale. On peut avoir des tumeurs osseuses, elles sont rares, mais de siège ubiquitaire. Pour l'altération de l'état général, donc c'est l'asthénie, l'anorexie et l'amaigrissement. Parfois, on peut avoir des signes d'insuffisance sanguine, c'est généralement le syndrome anémique. Les signes d'hyperviscosité, ils sont très rares, c'est pas comme dans la maladie de Waldenström. Donc, on a des céphalées, bourdonnement d'oreilles, cécité, troubles de la conscience. Pour les examens biologiques, donc à but diagnostic, on doit toujours faire un hémogramme, un midullogramme qui est indispensable pour poser le diagnostic, une biochimie sérique et urinaire. Ensuite, on fait un bilan des complications. Pour l'hémogramme, donc, on retrouve l'anémie dans 50% des cas, une thrombopénie dans 20-30% des cas, et pour les globules blancs, donc, ils peuvent être normaux, voire diminués. Dans le myélogramme, donc, je vous ai dit qu'il est indispensable le diagnostic. C'est ça qui pose le diagnostic en fait de myélome multiple. Lorsqu'on le fait, généralement lorsqu'on plante le trocar, on trouve un os qui est mou. On dit aspect de sucre mouillé. On peut retrouver une richesse normale ou peut diminuer. Donc on fait le décompte des plasmocytes. Lorsque c'est supérieur à 10%, là, on est en droit de dire que c'est un myélome multiple. Donc là, c'est une image microscopique des plasmocytes. Pour la biochimie des immunoglobulines, donc on a souvent une hyperprotidémie qui dépasse les 100 grammes par litre. Le tracé électrophorétique, donc, comme vous voyez ici, donc on a un pic d'allure monoclonale. Il est pointu, à base étroite. Quand on fait l'immunofixation, c'est pour typer ce type d'immunoglobuline. On trouve généralement dans 59% des cas une immunoglobuline type G.
C'est important en fait de faire l'immunofixation parce que parfois on peut avoir à l'électrophorèse des protéines sériques un pic d'allure monoclonale, mais quand on fait l'immunofixation, on va voir qu'en fait il est réactionnel. On trouve qu'il est polyclonal, il n'est pas monoclonal. La biochimie des protéines urinaires. Donc les bandelettes urinaires, en fait, elles ne mettent en évidence que l'albumine. On fait la protéinurie de Bench-Jones qui révèle la présence des chaînes légères de l'immunoglobuline monoclonale. Pour les autres examens radiobiologiques, donc la calcémie, on peut avoir une hypercalcémie qui dépasse les 110 dans 30% des cas, une insuffisance rénale et l'habitat de microglobuline sérique, lorsqu'elle est élevée, elle reflète la masse tumorale et elle a un facteur pronostic très important. La CRP aussi, lorsqu'elle est élevée, donc, elle témoigne d'un clone plasmocytaire très agressif, les LDH aussi, et l'hypoalbuminémie, elle a un facteur pronostic. Pour les signes radiologiques, donc là vous voyez qu'on a des géodes ou bien des lacunes à l'emporte-pièce, et lorsqu'on a plusieurs microgéodes, on parle d'un aspect mité. Donc là aussi, on a des géodes au niveau du crâne, et là au niveau de l'humérus. Là, c'est une fracture pathologique de l'humérus. Donc là, c'est une IRM qui montre donc des zones de destruction de l'architecture osseuse. Donc on a ici zones de destruction. Là, donc, également. Et là, c'est une fracture de la vertèbre. Pour l'évolution et complications, bon, ça reste une maladie incurable, malheureusement, malgré l'amélioration du taux de réponse de bonne qualité, voire des rémissions complètes, parce qu'il nous arrive d'avoir des rémissions complètes, souvent, heureusement, mais on a des réponses, rechutes, jusqu'à avoir un malade réfractaire. Les complications, donc, elles peuvent parfois être révélatrices ou émaillent l'évolution d'un myélome connu. Donc, on a parlé des complications osseuses, donc c'est les fractures pathologiques, les compressions médulaires, l'insuffisance rénale qui peuvent nécessiter des séances de dialyse, l'hypercalcémie, les complications neurologiques, c'est les compressions médulaires, les infections qui sont très fréquentes chez le myélomateux. On peut avoir un syndrome hémorragique lorsqu'on a une thrombopénie liée au myélome, un syndrome d'hyperviscosité et l'amylose. Le syndrome d'hyperviscosité, donc, il est plus fréquent. Plus le pic il est important, plus le risque d'avoir des signes d'hyperviscosité il est là. Pour le diagnostic différentiel, donc, le MGUS, c'est la gammapathie monoclonale bénigne de signification indéterminée. Donc, on a juste le pic monoclonal, mais cliniquement, le malade il est bien, pas de symptomatologie clinique ni biologique. En fait, c'est des malades qu'on surveille généralement chaque 3 à 6 mois, parce que le risque de faire un myélome est de 1% par année. On a les gammapathies monoclonales associées ou secondaires, au lymphome par exemple, leucémie lymphoïde chronique, des autres cancers, conjonctivite, hépatopathie. Mais là, pour dire que c'est associé, que ce n'est pas un myélome multiple, on est obligé de faire la moelle. Sur le plan radiologique, donc devant la déminéralisation osseuse diffuse, parce que parfois on peut avoir des myélomes, mais sans géode typique à l'emporte-pièce, on a juste un aspect de déminéralisation osseuse diffuse. Donc il y a le diagnostic différentiel avec l'ostéoporose ou l'hypoparathyroïdie, et devant les géodes, faire la part entre les tumeurs primitives et métastases. Pour le traitement, donc l'objectif c'est de contrôler la maladie, améliorer la survie, maintenir une qualité de vie optimale. Le traitement du myélome, il comporte 2 grands volets. Le traitement spécifique de la prolifération plasmocytaire et un traitement symptomatique des complications qu'on a vues tout à l'heure. Pour le traitement symptomatique, donc, on prend en charge la douleur, qui est souvent au premier plan, un support transfusionnel quand c'est nécessaire. On utilise des biphosphonates pour inhiber la résorption, la destruction osseuse. Prise en charge des fractures pathologiques. Généralement, on est obligé de mettre de l'ostéosynthèse. Syndrome de compression médulaire, urgence neurochirurgicale. Prise en charge des complications infectieuses, de l'insuffisance rénale et des hypercalcémies malignes. Pour les moyens thérapeutiques, donc, on a la chimiothérapie, les anticorps monoclonaux, la radiothérapie et la greffe de moelle osseuse.
Pour le choix thérapeutique, en fait, il dépend de l'âge du malade, des comorbidités et du fait qu'il soit éligible ou pas à la greffe. Donc là, c'est l'intensification thérapeutique et autogreffe de cellules souches. Donc le principe ici, en fait, ce n'est pas le fait de réinjecter les cellules souches du donneur, mais c'est l'intensification thérapeutique, parce qu'on utilise ici une chimiothérapie à forte dose. Et la greffe, en fait, c'est juste un moyen de sauvetage. C'est pour que le malade sorte d'aplasie. Donc pour la conclusion, donc, le myélome multiple, ça reste une maladie incurable, mais la médiane de survie a été récemment améliorée grâce au progrès thérapeutique. Et les patients initialement insuffisants rénaux ont un mauvais pronostic, sauf si on récupère la fonction rénale avec le traitement. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.